personnalité ou même plusieurs personnalités. Donc je dirais que, pour moi, l'âme du jeu de rôle, c'est déjà une âme qui est multiple. Il y a 15 000 manières de jouer au jeu de rôle et il y a d'ailleurs 15 000 jeux de rôle. Enfin non, il y en a beaucoup plus en vérité, mais oui, il y a 15 000 manières de jouer au jeu de rôle. Donc pour moi, on peut pas vraiment dénaturer l'âme du jeu de rôle. On peut juste la multiplier quelque part ou l'enrichir. Après oui, effectivement, moi, j'ai déjà vu, quelques communautés de jeux de rôle où, ben, ils s'inquiétaient de certaines tendances, enfin, notamment qui se retrouvaient chez les jeunes joueurs qui avaient pas forcément autant de bouteilles qu'eux du jeu de rôle. Mais c'est parce que, quelque part, il y a pas 2 tables de jeux de rôle pareilles. On joue pas au de jeux de rôle de la même manière en fonction de qui est autour de la table. Faut vraiment essayer de se mettre d'accord avec les joueurs et le maître du jeu, quoi. Mmh. Quand il y a un maître du jeu, parce qu'il existe même des jeux de rôle où il y a même pas vraiment de maître du jeu. Mmh. Et toi, Philippe, je vois que tu veux répondre. Ben, disons que on peut aussi trouver ce même problème par rapport aux jeux de société. Moi, je pense que tout dépend du style de jeu que tu mets en place et comme tu disais, oui, de la facilité d'accès et de compréhension. Moi, je sais qu'en termes de jeux de société, j'ai participé à plusieurs soirées sur lesquelles je m'étais inscrite sur OVS. Et les jeux auxquels je jouais, c'était surtout des jeux de stratégie. Donc, alors, pas des jeux comme Risk, hein, je parle des jeux comme par exemple Civilisation ou tous leurs dérivés. Et je me souviens que quand je participais à ce genre de soirée, effectivement, je n'étais quasiment que le seul néophyte. J'étais vraiment à la table de personnes qui étaient beaucoup plus âgées, qui avaient beaucoup plus d'expérience dans ce type de jeu que moi. Et même s'ils prenaient la patience de m'expliquer les règles et de me les rappeler au fur et à mesure, mais je voyais que je tombais à chaque fois effectivement sur un cercle très restreint. Et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai commandé il y a quelque temps, enfin je me suis acheté il y a quelque temps le jeu de plateau de Civilisation, le dernier qui est sorti, une aube nouvelle. J'essaye de l'initier à mes proches, à mes amis, mais je sens que pour eux, les règles sont beaucoup trop complexes pour qu'ils puissent vraiment y prendre plaisir. Donc, en conclusion, moi, je dirais que c'est une chance de s'ouvrir à la diversité, enfin d'ouvrir ses jeux à la diversité. Et puis, en même temps, ça va dans le sens de l'histoire, hein, ça va dans le sens de l'évolution d'autres choses. Mais il y a des styles de jeu qui ont du mal par leur code à s'ouvrir à beaucoup de catégories de personnes, effectivement. Je vois Fabien qui réfléchit en regardant le ciel, même si le ciel est couvert de lumière. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Fabien? C'est quoi pour toi un petit peu cette transformation marché de niche à quelque chose de beaucoup plus populaire? Ben, il faut savoir que, à mon sens, le JDR n'a jamais vraiment été valorisé par les médias comme l'ont été beaucoup d'activités telles que les escape games, puisqu'on en parlait avant. Le jeu de rôle a toujours été effectivement une passion qui est réservée dans la catégorie dite geek, donc qui passe un peu à côté lorsqu'on en parle. Ça, c'est un hobby qui se transmet de génération en génération par des passionnés. Moi, je sais que c'est mon beau-père qui m'y avait intégré, donc j'étais un néophyte, j'en avais entendu parler via à l'époque, c'était Donjon de Nullbuck qui était donc ma seule référence au jeu de rôle. Puis on m'a fait entrer par un bon vieux routard du jeu de rôle, mon beau-père, qui m'a dit: «Viens, je te montre». J'ai vécu ça, j'ai adoré. Et maintenant, aujourd'hui, j'essaye de le transmettre moi aussi, en m'adaptant, comme tu le disais Florent, et toi aussi d'ailleurs, aux personnes qui n'ont pas les mêmes attentes d'un jeu. Il y en a qui s'intéressent pas tellement aux règles, il y en a qui sont passionnés des règles, il faut juste s'adapter. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on arrive à transmettre ce jeu avec passion pour que eux mêmes le fassent plus tard. Pour moi, c'est une chance que l'on puisse transmettre ce jeu et ce hobby. Et je souhaite que ça continue comme ça. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des creux. Mais tant qu'il y aura des passionnés, ça sera une chance. Après, il existe aussi des passerelles où justement les personnes qui ne sont pas habituées au JDR peuvent s'initier grâce à d'autres styles de jeu. Par exemple, si on parle justement du dojo de Nullbuck, je sais que j'ai réussi à trouver le jeu de plateau du dojo de Nullbuck. Alors c'est vrai que cette œuvre, je le connaissais surtout à travers le MP3, enfin à travers YouTube. Et lorsque j'ai trouvé ce jeu, que j'avais trouvé dans un Cache Converters,
Le fait de l'avoir essayé, alors les règles en elles-mêmes restent très jeu de plateau, mais mine de rien, le fait de mettre en place effectivement la fiche personnage avec ses capacités et de mettre en place tout le scénario, pour moi et pour d'autres, ça nous a permis de nous initier quelque peu, tu vois, au jeu de rôle. Alors, effectivement, il y a des différences. Je veux dire, ça reste une adaptation. Mais comme dit, ça peut être effectivement un exemple de passerelle. On peut passer, oui, du jeu de société au jeu de rôle ou vice-versa. Donc, pour moi, il faut valoriser justement ce type de passerelle. Il ne faut pas avoir peur de s'y engager. Merci pour vos visions. Alors, Fabien, tu parlais de règles juste avant. Alors, en fait, vous en parliez aussi tous les trois. Dans le jeu de rôle, c'est vrai qu'on va se retrouver souvent avec des DMJ qui vont avoir un petit peu leur style de jeu, c'est-à-dire ceux qui suivent les règles jusqu'au bout, ceux qui aiment bien justement s'adapter. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu et évidemment, il y a encore d'autres styles, mais qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces styles de jeu où parfois, moi, je vois justement dans les communautés de rôlistes, les personnes qui sont ah non, il faut suivre les règles jusqu'au bout, ou ah non, mais il faut pas être forcément trop. Et parfois, en fait, on voit des gens qui se prennent la tête, entre guillemets, justement, sur ce genre de choses, ou parfois, je vois même des personnes, quand on leur fait une proposition de participer à une table de jeu de rôle, qui vont être en mode, est-ce que tu es un MJ qui respecte les règles ou pas ? Et qui disent si tu n'es pas un MJ qui respecte les règles, ça ne m'intéresse pas, parce que moi je veux que si je fais un JDR, ça doit être un JDR dans lequel les règles sont respectées de A à Z, ou l'inverse. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu je vais appeler ça des clivages, mais qu'est-ce que vous pensez un petit peu justement de ces frictions qui se créent parfois entre les MJ, les joueurs, etc. Est-ce que vous avez déjà eu je sais pas, puisque vous intervenez aussi sur différents événements, est-ce que sur des événements, il y a déjà eu peut-être des tensions qui sont nées à cause de ça ? Moi, sur un événement, c'est vrai que j'avais vu une légère tension se créer entre certains MJ sur certains jeux. Si je prends par exemple des événements où parfois les MJ, tu parlais aussi du donjon de Nullbuck. Moi, j'ai participé au championnat de France de Nullbuck en 2020. Donc, on s'est retrouvé à meuger le même scénario. Et voilà, donc parfois on pourrait avoir des situations où on se retrouve à meuger le même scénario, mais évidemment vous allez avoir un MJ qui suit les règles, un MJ qui est plus coulant, et ça peut effectivement parfois créer des tensions. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces situations ? Toi, Florent, est-ce que tu as déjà vécu des situations comme ça ? Alors, j'ai déjà joué avec des meugeux, enfin des maîtres du jeu, ou meugeux très à cheval sur les règles, et à l'inverse, des dés qui étaient au contraire très très coulants. Moi, je trouve que c'est vraiment aussi une question de comment se sent la table. C'est vraiment un peu, quelque part, une espèce de contrat... j'ai perdu mon mot, de contrat spontané. Mais il faut essayer de voir, parce que un maître du jeu peut être à fond sur la règle et vouloir les respecter au bout. Mais si à un moment, il doit aller chercher un point de règle dans son livre et qu'il y prend 10 minutes, sur la table, ça va se ressentir, parce que, voilà... C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, il y a 15 000 manières de jouer de jouer du jeu de rôle. La question, quelque part, c'est qu'est-ce qui convient à la table. Et après, moi, ma tendance naturelle, c'est de dire, dans le doute, le maître du jeu a toujours raison. Après tout, il fait déjà beaucoup d'efforts pour animer la table. Je pense qu'on peut lui laisser, le droit de faire son bisbis un peu comme il veut. Surtout si au final derrière ça se passe bien pour c'est quelque part le tout, c'est d'avoir une narration fluide aussi, dans laquelle les joueurs vont se retrouver. Je te voyais hocher de la tête, Fabien. Est-ce que tu es du même avis ? Tout à fait. Pour moi, le joueur évidemment est roi, dans le sens où le meugeux doit lui fournir une sensation. Pour moi, je vais pas dire un bon meugeux parce que ce serait jugeant. On va dire, pour moi, personnellement, être un meugeux, ça demande de s'investir pour le joueur et de lui préparer une piste où il va pouvoir s'éclater. Qu'il demande de l'épique, qu'il demande de l'humour, qu'il demande du sérieux. Les règles, il y a des joueurs qui le demandent. Il y a des joueurs qui estiment que s'il y a un auteur qui a créé un jeu et qui en a imaginé les règles, c'est fait pour être respecté. Ce que je comprends totalement.
mais il y a des règles qui peuvent aussi alourdir le jeu et donc alourdir le rythme de jeu. Il faut savoir que 4 heures, c'est une moyenne, mais avec un jeu qui, par exemple, demande de lancer 3 fois des dés pour un coup porté à l'ennemi, je frappe, il esquive